Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Sibérie et course. Quelqu'un a certainement déjà remarqué que le nom de la course, Power of Siberia, coïncide avec le nom du principal gazoduc pour l'approvisionnement en gaz de la Yakoutie vers le Krai de Primorsky et les pays de la région Asie-Pacifique. Cette coïncidence n'est évidemment pas fortuite. Le fait est que Gazprom Transgaz Tomsk, qui célèbre cette année son 45e anniversaire, est devenu le partenaire général et le co-organisateur de l'événement. Power of Siberia est donc un nom aux multiples significations. Et très approprié à la fois pour le gazoduc et pour l'événement sportif. La course était organisée par l'association à but non lucratif interrégional Association of Rally Raid Athletes. Pourquoi avoir choisi Tomsk en particulier? En fait, c'est logique. La Sibérie est une région magnifique, mais éloignée du centre. Et, malheureusement, de nombreux événements n'y parviennent tout simplement pas. L'idée de venir nous-mêmes en Sibérie me semble donc excellente. Les athlètes sont des gens têtus, ils ne se soucient pas de l'endroit où ils vont, tant qu'ils y vont, et les habitants de Tomsk seront ravis. Je ne vais pas ennuyer les lecteurs avec une histoire ennuyeuse sur le règlement de la course, cela n'intéressait pas tout le monde. Je vais donc raconter en détail comment notre équipage a franchi toutes les étapes de la compétition, ce qui permettra de dresser un tableau complet de l'événement. Et ce sera particulièrement intéressant pour ceux qui souffrent d'une détonation du sang dans les veines, comme nous roulions en P3K, rallye de 3e catégorie, n'importe qui pourrait être à notre place, il s'agit d'une course amateur, pas d'une course professionnelle, et personne ne demandera donc de licence professionnelle. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'autres exigences. J'ai même dû respirer dans un tube. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Premier jour, ouvrez donc le programme du vendredi Élysée, ouverture du tournoi tout-terrain, Power of Siberia, sur des rallyes. Raid et des courses en duo. Défilé des participants, séance d'autographes, séance de photos. C'est bien, mais ce n'est pas tout, avant l'ouverture, nous devons passer 2 contrôles administratifs et techniques. Par conséquent, dès le matin, nous nous rendons sur le lieu de l'événement et entamons un puissant mouvement bureaucratique. Hélas, il y a beaucoup de documents à remplir. L'affaire est d'autant plus compliquée que mon compagnon, le deuxième membre de l'équipage, Constantin de Jeep Custom, n'est pas là. Je dois donc remplir les demandes pour moi et pour lui. Cette pilule amère est un peu plus facile à avaler lorsque l'on constate qu'à côté de moi, à la même table, Armen Puzian et Kirill Chubin remplissent leurs documents. Et ces personnes, soit dit en passant, on remporte des places au rallye, Silkway, sont devenus propriétaires de la Coupe du Monde sur Baja, vainqueur du Dakar et vainqueur d'étape du championnat et de la Coupe de Russie. Une entreprise normale, rien à dire. Cependant, je ne peux pas rivaliser avec eux, ils vont dans la catégorie des sportifs, et moi dans celle des P3K. La secrétaire vérifie les documents et remet les vignettes. Et maintenant, l'examen médical. C'est simple, des plaintes? J'ai beaucoup de plaintes, mais elles n'ont rien à voir avec la médecine. On a mesuré ma tension artérielle, qui s'est avérée légèrement élevée, probablement parce que je venais de m'asseoir à côté de Puzian et Chubin, et on m'a forcé à souffler dans un tube. C'est drôle, je conduis depuis 19 ans, mais je n'ai jamais eu à souffler dans un tube. Et vous voilà, soufflez s'il vous plaît. J'ai souffle dans mes poumons et j'ai couru jusqu'à la commission technique. La première chose à faire est de coller la voiture avec les matériaux fournis. Il s'avère que le règlement stipule même le schéma de collage, où et quoi coller. Comme je n'ai jamais fait cela auparavant, j'écolle les numéros de départ, notre équipage a reçu le numéro 21, sur les portes avant, un peu de travers. Je n'ai même pas essayé de coller une bande sur le pare-brise seul et j'ai demandé à un copain de m'aider. Mais les autocollants sur les portes arrière m'en laissent pantois, ils n'allaient tout simplement pas sur une longue Jeep Wrangler à 5 portes. Ici, les 2 portes sont courtes et les charnières extérieures interfèrent. Par ailleurs, le commissaire ne signera pas le rapport si les autocollants ne sont pas présents. Que faire? Heureusement, le même commissaire propose une solution, coller les autocollants sur les vitres du coffre. Ces autocollants ne conviennent pas non plus,
mais les marches blanches peuvent être coupées, puis ils peuvent être collés sur les fenêtres. Voilà, le problème est résolu. Il est clair que les voitures de notre catégorie sont des voitures de série, qui n'ont donc pas et ne peuvent pas avoir de châssis et de système d'extinction d'incendie. Néanmoins, le commissaire vérifiait les documents de la voiture, la police MTPL, la trousse de premier secours, le panneau d'arrêt d'urgence, la corde et l'extincteur. Cela suffit. L'essentiel est que toutes les vérifications soient terminées et que vous puissiez vous lancer dans la bataille. Mais d'abord, l'ouverture de la course. En général, il n'y a rien de compliqué. Il faut traverser le couloir des drapeaux des sponsors et des partenaires, mettre sa voiture en rang avec celle des autres participants. Puis se rendre à l'étape. J'ai réussi à traverser le couloir avec brio, 2 Ural et une Niva sont passe devant moi, les organisateurs ont mis ma Jeep en 4e position, je sais aussi me garer. Et se tenir sur la scène avec un sourire niais et agiter les mains vers le public, c'est mon truc. Enfin, nous sommes relâchés dans nos voitures et les spectateurs de l'événement y sont également invités. Pendant que les adultes et les enfants regardent nos voitures, nous avons l'occasion d'évaluer nos rivaux, tous les participants. De notre 3e catégorie se tiennent les uns à côté des autres. La Jeep commandée semble être le concurrent le plus sérieux. C'est compréhensible, après tout, un EMI de 5,7 litres et 326 chevaux. C'est loin de mes 2 litres, même turbo-compresse. Toutefois, le commandé ne se dirige pas très bien et est un peu lourd, ce qui permet de le concurrencer. La Subaru est également une source d'inquiétude. J'appréciais beaucoup les capacités de franchissement et surtout de contrôle de la Subaru Forester, avec sa transmission intégrale vraiment décente, et c'est donc aussi un adversaire sérieux. Et n'y va. Tout dépendra des pilotes et des navigateurs. Vers 19 h, toutes les festivités se terminent. J'ai déjà 17 000 pas sur mon podomètre. Il s'est avéré normal. Il est trop tôt pour rentrer à la maison, ou plutôt à l'hôtel, je dois encore assister au briefing des équipages. Et c'est très important pour une raison simple, on doit nous remettre des roadbooks. Rappelons brièvement à quoi ils servent dans le rallye. Le roadbook est un navigateur pour le navigateur. En rallye, il faut non seulement être le plus rapide, mais aussi passer tous les points de contrôle de l'itinéraire indiqués dans le roadbook. Si vous manquez un point, si vous coupez un point, vous serez pénalisé, le temps de pénalité sera ajouté. En outre, il est nécessaire de conduire non pas sur l'asphalte, mais sur un terrain accident, de sorte que le roadbook indique non seulement les virages et les points de repérer sur l'itinéraire avec les intervalles entre eux, mais aussi toutes les embuscades possibles sous la forme de gués, de ravins, de montées abruptes, de descentes et de tout le reste. Jetons un coup d'œil à l'une des pages de mon carnet de route, à titre d'exemple. Prenons l'exemple de la 11e position. La distance totale qui la sépare du départ est de 3,97 km, et celle qui la sépare de la 10e position précédente est de 780 mètres. La direction est indiquée tout droit par une flèche bleue, la courbe rouge est le marquage des stands. Un point d'exclamation indique « Danger 1 », c'est-à-dire que vous pouvez rouler, mais soyez prudent, il y a aussi des indications de danger. Et il n'y a pas d'information supplémentaire ici, mais le navigateur peut y inscrire ses propres notes s'il le souhaite. La position 12, à 4,3 km du départ et à 330 mètres de la position 11, comporte des avertissements. Le premier symbole, plus ou moins, indique une visibilité plus ou moins bonne, et S indique une route sinueuse. En général, il faut savoir lire ce roadbook, et il faut le faire très vite. Ce que personne dans notre équipage ne sait faire, il faut bien l'admettre. Bon, on va voir. Nous sommes tous des débutants, ce n'est donc pas trop effrayant. Pendant ce temps, le directeur de course, et il s'agit d'Alexander Grachev, une personne très connue dans le monde du sport automobile, attire notre attention sur la liste des points de contrôle de notre spécial. Il y a des changements, au lieu de 19, ils sont devenus 16, et la distance a été réduite de 66 à 55 km. Pourquoi? Parce qu'il a plu toute la journée. Notre piste de rallye raid est devenue une piste de trophée raid, et c'est très triste. On nous prévient qu'il sera très difficile de rouler, voire impossible à certains endroits. Nous sommes un peu découragés, faire rouler une Jeep sur des pneus de route dans la boue n'est pas une tâche difficile. Surtout pour notre fantastique équipe. Mais la sortir de là serait difficile. Bon, demain, nous verrons ce qui se passera. En attendant,
nous devrions nous arrêter dans une station-service et nous coucher à partir de là. Nous avons utilisé Yandex Filling Service, ce qui nous a permis d'économiser beaucoup de temps et d'argent et de gagner un tas de points, qui peuvent être dépenses pour tout ce que vous voulez dans Filling Service et dans les services connexes. Nous ouvrons donc le navigateur, cherchons la station-service la plus proche, il y en a plus qu'il n'en faut, faisons le plein et rentrons à l'hôtel. Demain, une dure journée nous attend. Deuxième jour, nous commençons la matinée non pas dans le centre-ville, mais sur la piste, près du village de Berioskino. Le départ de la course est prévu à 9 heures, mais il est réservé aux sportifs. Nous, les amateurs de 3e classe, plus précisément, de catégorie, ne commençons qu'à 12h30. Et tout aurait été parfait, mais cette maudite pluie a complètement gâché la piste. Nous regardons avec envie comment les sportifs se présentent au départ. Ils n'ont rien à craindre des voitures préparées, et surtout des buggy, et je ne parle pas du tout des camions Ural, ils ont été fabriqués à Mias pour de telles routes. Mais quand sera-t-il pour nous? Bien qu'il soit trop tôt pour sortir, nous devons nous qualifier. Et là, j'ai eu un coup dur, nous ne participerons pas à la course. Hélas, cette Jeep ne m'appartient pas et ce n'est pas à moi de décider si elle peut se cogner contre des arbres dans une boue impénétrable. Mais si nous sommes un équipage, nous devons prendre des décisions ensemble. C'est dommage, bien sûr, mais je devais prendre une décision. Et de tirer une conclusion pour l'avenir, vous devriez emporter des pneus tout-terrain à crampons lors de tels événements. Bien sûr, il serait stupide de les mettre tout de suite, il serait désagréable de se traîner de Moscou à Tomsk avec. C'est devenu très triste et frustrant, mais que peut-on faire? Cependant, la piste de qualification est là. Au moins, nous devons rouler ici. Mon ami fait le premier tour et moi le second. Mon ami étale vite 2 minutes 40 secondes. Je ne voulais pas faire de dégâts, alors je n'ai pas épargné la voiture pendant mon tour. J'ai obtenu le même résultat, 2h40. En conséquence, nous aurions pu prendre la 2e place de départ, seul le commandé avec Amy était plus rapide que nous. Mais hélas. Au fait, quelques mots sur notre Wrangler. Oui, il est un peu difficile de le conduire sur de la boue humide, mais en principe c'est tout à fait possible. L'essentiel est de le faire en mode manuel, passer les vitesses à la main et désactiver le système de stabilisation. Personnellement, je n'ai pas été très satisfait du fonctionnement de la transmission automatique, la boîte traîne lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, et je ne me suis pas habitué tout de suite à travailler avec la pédale d'avance. Cependant, il est probablement possible de s'y habituer. Le puits et la stabilisation étouffent tout simplement le moteur et ne permettent pas d'entrer dans un virage normalement, puis de le quitter. Quelquefois, j'ai réussi à percer la suspension arrière, étrangement, celle de l'avant s'est avérée plus résistante à une certaine dose d'anarchie. Mais il est rare qu'une personne dans un état mental normal se lance dans une telle course hors route, et dans les autres modes, la suspension est suffisante avec réserve. D'autant que sur cette génération, elle est sensiblement plus confortable que l'ancienne suspension du JK de la génération précédente. Et c'est là que la puce du Wrangler s'est révélée utile, elle permet de surveiller la température du liquide de refroidissement, l'huile du moteur et de la boîte de vitesse, ainsi que la pression de l'huile. En général, nous n'avions plus rien à faire pendant la course. Dans la soirée, les amateurs qui s'étaient aventurés sur le rallye raid commencent à arriver, même s'ils ne sont pas tous revenus par leurs propres moyens, mais les résultats ne seront connus que demain. Demain, il y aura des courses en duo, auxquelles nous voulions également assister. Malheureusement, nous ne pouvons pas y participer, seuls les sportifs et les Urals sont du voyage. 3e jour il a encore plu. Le soleil n'est apparu que le soir, lorsque tout était terminé. La pluie ne s'est pas comportée comme un cochon et s'est parfois arrêtée. Nous sommes restés là à regarder les Urals patauger dans la boue et les buggy et un UAZ sportif voler. Je ne sais pas comment mon collègue a vu les choses, mais moi, je les ai regardés avec envie. Une course de paire est très divertissante. Surtout si elle se déroule dans la boue. Des plâtres de terre et des litres d'eau volent dans toutes les directions, les voitures se mettent parfois sur le côte sans que les pilotes le veuillent, mais le rythme reste très élevé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut voir le résultat immédiatement, il n'est pas nécessaire d'attendre plusieurs heures. Jusqu'à la fin de la course et la décision des juges, comme c'est le cas à Baja. Il y a aussi le soutien des spectateurs et la chaleur de la passion, tout ce dont les commentateurs sportifs plus ou moins minables ne manqueront pas de parler. Et il est difficile de dire qui est le plus intéressant à regarder.
Bien sûr, un buggy est rapide, mais il est également très excitant de voir comment l'Ural mange son propre tuyau de turbine à la vitesse suivante et, en dégageant des nuages de fumée noire, aperce la couche d'ozone au-dessus de lui. Sur un buggy, comme il m'a semblé au début, seules des personnes complètement désaxées et malheureuses dans leur vie peuvent courir ainsi. Lors d'un entretien personnel à l'hôtel, j'échange d'avis, il s'avère que ce sont des gens très intéressants qui aiment même parfois la vie, mais lors de la course, ils sont possédés par des démons. J'ai été particulièrement frappé par un jeune débutant de l'équipe TM Team, Rustam Galiev, qui, dès le premier jour, a fait les oreilles sur son BRP Can-Am Maverick, mais qui, au bout de quelques minutes, a continué la course et a finalement remporté la place de vainqueur. Sur la piste, il est un peu fou, mais dans la vie, il est agréable, calme et modeste. Surprenant, mais vrai. En conséquence, les places ont été reparties comme suit. Première place dans la course en couple Mara et il sur Galiev, TM Team. Kazan, classement N2 Armen Puzian et Kirill Chubin, Nakusi, Saint. Pétersbourg, rallye de 3e catégorie Yevgeny Grushevski et Denis Malkov, Tomsk, Oural en P3K Alexei Lukovski, Tomsk, course. En couple sur l'Oural Rina Latipov, Tomsk. Ils sont tous bons, bien sûr, mais les autres participants méritent aussi le respect. Le soir n'est pas encore tombé, oui, c'est dommage, nous aurions pu conduire nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Après tout, Oleg Mityaev l'a bien chanté, et, en effet, tout soupire, vous vous souvenez à nouveau que vous êtes en vie et c'est. Alors qu'un homme s'enivre et ne veut pas rentrer chez lui. J'ai vécu exactement la même chose avant de descendre de l'avion de Tomsk, retourner à Moscou en voiture aurait été une perte de temps impardonnable. Quelque chose, bien sûr, n'a pas fonctionné, mais ce quelque chose est secondaire. L'important est qu'il y a eu un moment où je pense que tout ce que nous avions fait l'avait été pour une raison. Ce moment s'est produit lorsque nous avons installé les voitures pour que le public puisse les examiner le premier jour de l'événement. Lors de la cérémonie d'ouverture. Savez-vous à quel point les enfants étaient heureux de pouvoir conduire? Je n'avais pas vu une telle concentration de bonheur depuis longtemps. Un enfant qui regardait une Wrangler a dit à sa mère que l'histoire de cette Jeep avait commencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que la Jeep et la Willys dans les années 1940, c'était la même chose. Il a aussi parlé de la Bantam, que tout le monde ne connaît pas. J'ai presque pleuré, c'est un garçon très cool. Je lui ai demandé comment il savait tout cela. La réponse a été simple, il l'avait lu. Pouvez-vous croire que ce gamin a lu un article sur le Bantam? J'espère que son rêve se réalisera et qu'il fera un jour des rallye raids. Il a tout ce qu'il faut pour cela. Et pour des moments comme celui-là, je suis prêt à aller n'importe où. Mais la course. Peut-être la prochaine fois? En conclusion, notre participation à la course Power of Siberia a été une expérience enrichissante et inspirante. Nous avons non seulement relevé des défis techniques et humains, mais aussi renforcé notre engagement envers des projets d'envergure qui façonnent l'avenir énergétique. Comme nous l'avons vu, notre ligne d'arrivée est bien plus que la simple fin d'une course, elle représente un horizon de possibilités et d'innovation. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et restons unis pour continuer à avancer vers de nouveaux défis.